Donc, je vous remercie d'être tous ici pour cette conférence de presse sur notre bilan de l'année agricole et sur nos projets 2020 à quelques encablures du Salon de l'agriculture. Alors, vous le savez, nous avons un objectif prioritaire pour l'agriculture d'Île-de-France en 2020, la rapprocher des franciliens. Je rappelle, et tous ceux qui sont dans cette salle le savent, que l'Île-de-France est une très grande région agricole et que nous avons aujourd'hui près de 75% de notre territoire qui sont des terres agricoles, des espaces naturels et des forêts. Alors, retour sur l'année écoulée. Ça a été une année qui a encore été très difficile à gérer pour les agriculteurs, et on le sait, avec l'agribashing, au-delà des crises de marché, des crises météorologiques, c'est une vraie crise morale qui s'est abattue dans la plaine, et l'agriculture francilienne n'y échappe malheureusement pas. Alors qu'un sondage montrait, il y a quelques mois, que 85% des Français ont une bonne opinion de leurs agriculteurs, en 2019, partout en France, mais aussi en Île-de-France, les agriculteurs se sont fait agresser, insulter alors qu'ils travaillaient dans leur champ. Alors, nous avons besoin aujourd'hui de réaffirmer notre attachement, notre affection à notre agriculture. Vous le savez, l'agriculture en Île-de-France, c'est le poumon vert de la région, et c'est ce qui permet d'équilibrer le bilan carbone d'une région qui est une région extrêmement polluée, extrêmement urbaine. Voilà. Alors, nous voulons évidemment que la sécurité des agriculteurs soit assurée, autant que la sécurité de l'ensemble de nos concitoyens. Alors, l'année 2019 a aussi été celle de toutes les expérimentations hasardeuses, et notamment cette volonté de négocier un accord avec le Mercosur qui ouvrait la porte à des importations qui ne respectent pas les normes environnementales que nous imposons en France. Heureusement, le bon sens a repris ses droits et la campagne européenne a permis de faire reculer le gouvernement sur cet accord. Alors, 2019 a connu aussi un certain nombre de polémiques, et je vais y revenir. Voilà. Alors, que peut faire la région Île-de-France pour ses agriculteurs? D'abord, donner à voir les exploitations agricoles. Pour cette opération de transparence, de connaissance, elle permettra à tous les habitants d'Île-de-France de voir ce que c'est qu'une agriculture de proximité, une agriculture qui fait énormément d'efforts pour son environnement, et c'est pour cela que nous allons mettre 2 millions d'euros en 2020 pour soutenir financièrement les agriculteurs qui prennent sur leur temps pour aller à la rencontre des populations qui les entourent. Par ailleurs, en connaissant les contraintes des agriculteurs, nous aurons une meilleure cohabitation entre ceux que nous appelons les néo-ruraux, les habitants du centre de l'agglomération francilienne qui viennent habiter en grande couronne, et les agriculteurs. Vous avez vu les polémiques sur les coqs qui chantent, sur les tracteurs qui passent, etc. Donc ces polémiques, ces conflits de voisinage n'auront pas lieu d'être lorsque les habitants connaîtront effectivement les contraintes des agriculteurs. Donc, rapprocher l'agriculture des franciliens. Deuxième objectif, encourager une alimentation francilienne de proximité. Là aussi, nous n'avons pas en Île-de-France de lien, j'allais dire, de la fourche à l'assiette, comme on dit à Île-de-France, terre du saveur, de la fourche à l'assiette. Donc nous soutenons des initiatives en cours, et ça va vous être détaillé par Marianne Duranton, pour fournir les cantines des lycées en produits locaux et biologiques, et en particulier en partant de notre grenier appelé la Seine-et-Marne et notre belle terre de Brie. Alors pour aller vite et être opérationnel dès 2020 sur l'ensemble du territoire régional, nous avons mis en place une centrale d'achat régionale. Cette centrale d'achat régionale va être centrée sur 14 produits prioritaires au sein de 6 gammes catégories de produits. Grâce à cette centrale d'achat qui sera mise en place dès la rentrée prochaine, les gestionnaires de lycées vont pouvoir commander
directement des produits franciliens pour tous les élèves de nos lycées. Ce sera un pas supplémentaire vers notre objectif, vous le connaissez, 100% de lycées approvisionnés en produits locaux, dont 50% en bio d'ici 2024. Je salue évidemment le travail d'Île-de-France Terre de Saveur sur les marques franciliennes. Nous avons maintenant une marque, les agneaux d'Île-de-France, les bovins d'Île-de-France, les volailles d'Île-de-France, la baguette des franciliens, mais Gérard nous en parlera aussi. Nous nous réjouissons aussi que dès que la Commission aura validé le dossier transmis par l'INAO, l'Institut national des origines et des qualités, nous puissions avoir un vin d'Île-de-France qui bénéficie d'une indication géographique protégée. Vous savez qu'il y a un renouveau de la vigne en Île-de-France et nous aurons une indication géographique protégée dès que la Commission aura validé notre dossier. Encourager l'agriculture biologique francilienne. Ça, c'est très important et ça a été le travail exceptionnel mené par Alexandra Dulange. Vous le savez, quand nous sommes arrivés à la tête de la région en 2016, et malgré le fait que la région était pendant 17 ans dirigée par les socialistes et les Verts, nous étions derniers de la classe en termes d'agriculture biologique, derniers de la classe française, dernière région de France. Et donc, nous avons décidé de relever ce défi du bio. Pour relever ce défi du bio, nous avons travaillé et nous avons réussi à convaincre la Chambre d'agriculture, qui est quand même un très gros donneur d'ordre sur ce sujet, de venir travailler aux côtés de ceux qui étaient déjà les pionniers du bio, les AMAP, le groupement des agriculteurs biologiques. Donc, grâce à cette action déterminée et volontariste, nous avons réussi à être désormais la région qui a la meilleure dynamique de transition biologique de France. Et ça, c'est très important. Alors, qu'est-ce qu'on a fait concrètement? Concrètement, on a pris le relais du Nord qui coupe partout les aides à l'agriculture biologique. Et donc, je l'ai dit, depuis 2018, les conversions s'accélèrent. Nous sommes depuis 2 ans la région de France où on se convertit le plus en bio. Les surfaces augmentent, elles ont doublé. On avait 11 000, non, même triplé, pardon, on me dit doublé, c'est triplé. On avait 11 000 hectares en 2015 de bio, 11 000 hectares seulement en Île-de-France, et nous avons désormais 30 000 hectares en bio, donc on a triplé les surfaces. Et c'était l'objectif que nous étions fixé pour 2022, il est déjà atteint en 2020. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant. Alors, il faut maintenant réussir à imposer une agriculture bio sur le marché. Et là aussi, il faut vraiment qu'on fasse le bilan carbone des consommations. Parce que, encore trop souvent, dans les magasins d'Île-de-France, on trouve du bio importé de très loin. Donc, moi, je demande à ce que le bilan écologique total des productions soit fait. Et qu'il n'inclut pas seulement le label bio, mais aussi le bilan carbone des productions. Et donc, ça nous amène à faire du bio local et à privilégier le bio local dans nos propres consommations. Pour cela, nous allons organiser les assises régionales de l'agriculture biologique à la région le 11 juin, afin que nous construisions une nouvelle ambition pour l'agriculture biologique en Île-de-France et que nous transformions l'essai. Pour transformer l'essai, c'est vraiment la question de l'accès au marché. Comment est-ce qu'on va nouer des vraies filières de distribution et de transformation de ces produits bio? Vous êtes évidemment tous invités à y participer. Ces assises régionales d'agriculture biologique précéderont de quelques semaines la COP régionale que nous allons tenir, première conférence pour le climat d'Île-de-France, première conférence pour le climat régionale en France. Voilà, que nous tiendrons en juin. Alors, par ailleurs, nous avons un dernier sujet, et puis après je laisserai tout le monde parler. C'est que nous avons évidemment un immense défi qui est de renouveler les générations d'agriculteurs. Vous savez que plus de 20% des agriculteurs franciliens ont plus de 60 ans en Île-de-France. Il faut donc former la relève. Et la pérennité de notre agriculture, qui est à taille humaine, qui est familiale, en dépend. Et nous ne voulons pas d'autres types d'agriculture en Île-de-France. Donc on a aujourd'hui plus de 1000 élèves scolarisés dans des lycées agricoles qui sont gérés par la région. On a 4000 actions de formation professionnelle qui ont été financées depuis 2016.
Et dans le pacte agricole, nous avons fait de l'installation une priorité absolue, avec comme objectif chaque année d'installer 200 nouveaux jeunes agriculteurs sur le territoire. Alors, on a pris toute une série de mesures pour cela, elles atteignent leurs objectifs, puisque 228 agriculteurs se sont installés en 2018, on n'a pas encore les chiffres 2019. Pour installer des agriculteurs, ça suppose que l'on sauvegarde nos terres agricoles, qui sont parmi les meilleures d'Europe, pouvant être exploitées dans des conditions économiques raisonnables. Je vous rappelle que nous avons pris l'engagement de zéro artificialisation nette en Île-de-France et de devenir même producteur net d'espace vert à l'horizon 2024. Ce sont des engagements très forts qu'a pris la région, nous avons une région SVAG. Donc nous luttons évidemment contre l'étalement urbain. Nous luttons contre l'étalement urbain, mais je ne suis pas contre tout ce qui est pour et pour tout ce qui est contre, je ne suis pas pour la décroissance. Ça veut dire que quand il faut faire un aménagement urbain, quand il faut construire du logement, on le construit. Simplement, ce qu'on fait, c'est qu'à côté, on les imperméabilise des friches, à côté, on rend à la pleine terre d'autres espaces. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va figer l'Île-de-France, je vais la débétoniser là où il faut la débétoniser, et je construirai là où il faut construire. Nous sommes donc en pointe sur le sujet de la désimperméabilisation des sols et nous avons lancé pour 2020 ce que nous appelons le plan friche. Ce plan friche permet d'avoir une cartographie des espaces délaissés aujourd'hui et de les utiliser pour notre développement développement urbain lorsque ce ne sont pas des bonnes terres ou désimperméabilisation lorsque ce sont des bonnes terres. Voilà. Vous l'aurez compris, nous prenons nos responsabilités, mais toujours dans cette culture qui est la nôtre, qui est une culture du résultat. Nous, on ne fait pas du vent, on ne parle pas, on ne fait pas des grands discours non suivis des faits, on n'est pas en train de faire des belles promesses et de parler du bio, nous on est en train d'en faire, on est en train de faire la transition écologique sur le terrain, et dans la vie, il y a les diseux, les faiseux, et je crois qu'avec cette conférence de presse, nous pouvons clairement apparaître dans la catégorie des faiseux. Voilà. On va voir l'état des acolytes. Merci beaucoup, bonjour à tous. Beaucoup a été dit, mais je vais un peu plus détailler l'aspect pacte agricole qui a été voté en mai 2018 et les résultats obtenus à ce jour, avec un objectif toujours en ligne de mire pour nous, c'est que la région de France, elle marche sur ses deux jambes, urbaine et ruralo-agricole. Ça, c'est important. Donc, dès 2018, on a mis les moyens, puisque le pacte agricole, c'est 150 millions d'euros. C'est à peu près sur 50-30 millions d'euros par an, ce qui est x3 par rapport à ce que faisaient nos prédécesseurs. Donc, encore une fois, là aussi, ce ne sont pas des discours, on y met les moyens. Et par exemple, sur le budget de cette année, on est encore en hausse sur le budget agricole de plus de 11% pour pouvoir mettre en œuvre, donc concrétiser les ambitions du pacte agricole. L'objectif de ce pacte, si je voulais le résumer, ça serait de produire mieux pour mieux manger, dans cet objectif de rapprocher les agriculteurs des consommateurs franciliens. Donc on veut aider nos agriculteurs à mieux vivre de leur travail et aussi les aider à faire face à tous les enjeux de plus en plus nombreux, et d'ailleurs au niveau national, qu'ils soient économiques, environnementaux, sociétaux, avec bien sûr des spécificités régionales. Donc il y a des atouts, 12 millions de consommateurs, puis aussi des contraintes, comme l'a rappelé la présidente, sur la pression urbaine foncière. Tous les dispositifs du pacte agricole, ils visent à promouvoir une agriculture, comme cela a été dit, à taille humaine, diversifiée et plus proche des franciliens, ça c'est un véritable enjeu, qui soit aussi respectueuse de l'environnement et actrice à part entière de la transition énergétique, et aussi pourvoyeuse d'une alimentation sûre, de qualité et de proximité. Alors, il y a plusieurs axes dans ce pacte, avec des priorités. Donc, accélérer la diversification des exploitations. Alors, là, l'enjeu, c'est de ramener de la valeur ajoutée dans les exploitations agricoles, en aidant les agriculteurs à diversifier et évidemment à augmenter aussi leurs revenus. Donc, que ce soit par de la transformation, de la commercialisation des produits à la ferme. Par exemple, en ce moment, il y a une grande tendance sur l'installation de nombreux poulaillers en plein air. On s'est fixé là aussi des objectifs chiffrés, toujours, pour pouvoir suivre nos politiques. On veut augmenter la part des exploitations diversifiées de 10 à 25% d'ici la fin de la mandature. Et aussi, par exemple, accroître le nombre d'exploitations élevant des animaux de 10 à 15%. Donc là, on le suit chaque année. Là aussi, on y met les moyens.
Par exemple, le budget qui est dédié aux investissements et l'innovation, il est encore cette année en hausse. Là, on est à près de plus de 20% pour justement permettre tous ces projets de diversification, que ce soit des ateliers d'élevage, de la transformation, du stockage, etc. Les résultats, ils sont très encourageants, très positifs. En 2019, on a eu à peu près 140 projets pour un montant de 2,5 millions d'aides régionales. Donc, c'est très divers. Donc, je vous disais, il y a de l'installation, il y a des ateliers d'élevage, il y a aussi de l'installation de panneaux photovoltaïques. Ça aussi, c'est une façon de ramener des revenus aux agriculteurs. Il y a aussi la création d'espaces de vente à la ferme, ou encore la construction et l'innovation de bâtiments de stockage des céréales, des légumes de plein champ, des serres, des tunnels maraîchers. Enfin, c'est très très varié et on s'adapte grâce à nos outils pour répondre au mieux aux besoins des agriculteurs. Le deuxième axe, c'est une agriculture respectueuse de l'environnement. Là, on veut, comme je le disais, accompagner nos agriculteurs qui ont une véritable volonté de faire face à ces enjeux, donc les accompagner là aussi financièrement, mais pas seulement, et aussi à ce qu'ils accroissent la performance environnementale de leurs exploitations. On a plusieurs leviers. Depuis le début de la mandature, même avant le pacte, on avait investi dans l'innovation. On a eu 1 million d'euros chaque année pour l'innovation, donc ça va leur permettre d'investir dans des outils permettant de mettre moins d'intrants, par exemple moins de pesticides. Pour une agriculture qui soit plus performante, plus durable et plus économe en intrants chimiques. Il y a aussi l'aspect d'aide aux investissements environnementaux qui connaît un très grand succès. Donc là aussi, c'est du matériel pour réduire les intrants et les pesticides. Donc il y a un tel succès d'ailleurs qu'on vient de tripler en investissement le budget pour accompagner tous les agriculteurs qui souhaitent s'équiper. Donc c'est à peu près 230 agriculteurs depuis 2017 qui ont mis en œuvre également des pratiques agricoles favorables à la biodiversité. Puis après, il y a d'autres dispositifs plus environnementaux, par exemple sur la méthanisation, où là aussi on vient d'adapter le dispositif pour qu'il bénéficie davantage aux agriculteurs. Il y a une multiplication par 4 du nombre de méthaniseurs agricoles depuis 2 ans. Et on met 10 millions d'euros, donc c'est x2 en 2020 sur ce budget, par exemple, de méthanisation agricole face à la grande demande. Il y a aussi le développement d'énergie solaire, aussi par exemple, comme je le disais, sur les bâtiments, les toits des bâtiments agricoles. La présidente l'a rappelé, il y a un fort enjeu de renouvellement des générations et d'aide à l'installation des agriculteurs. Donc là aussi, objectif chiffré, 200 agriculteurs installés par an. On veut aussi féminiser la profession. On y travaille avec la Chambre et tous les acteurs concernés. On a eu des résultats très encourageants. La présidente a rappelé 228 installations. On a à peu près plus 30% d'installations par rapport à 2015, grâce notamment à un dispositif de portage foncier qu'on avait annoncé l'année dernière au salon, où en gros, on va, avec l'AEV, la SAFER, on va porter la terre pour permettre aux jeunes agriculteurs de ne pas avoir tous les investissements en même temps. Et donc, on l'aide de ce côté-là. Mais il y a plusieurs d'autres façons d'aider à l'installation et aussi à la valorisation des métiers agricoles. On l'a dit, on a 4 lycées agricoles qui sont gérés par la région avec à peu près 1000 élèves. Donc là, on investit beaucoup, par exemple, pour la rénovation de ces lycées agricoles. Par exemple, Saint-Germain-en-Laye, il y a des rénovations lourdes comme des serres ultra-modernes. C'est à peu près 7 millions d'euros en 2017. On a le lycée polyvalent de Montreuil qui est inscrit au PPI, au plan d'urgence pour les lycées franciliens, donc pour une rénovation globale. On travaille à la création d'un campus agricole agroalimentaire à Coulommiers dans le cadre de la rénovation du lycée, pareil pour un montant qui est estimé à 80 millions d'euros. Donc on est très mobilisés déjà sur les lycées. Deuxièmement, il y a la formation, donc la présidente l'a rappelé, plus de 4000 actions de formation professionnelle depuis 2016. On propose à peu près 35 formations différentes à ces métiers, alors métiers au sens large. Il y a l'agriculture, l'horticulture, les responsables d'entreprises agricoles, des métiers forestiers, donc à peu près 35 formations qu'on propose à la région. L'orientation, comment on oriente mieux, puisque la région a récupéré cette compétence. Donc là, on va travailler avec le plan régional d'investissement dans les compétences pour voir comment on peut expérimenter peut-être de nouvelles voies d'accès aux métiers agricoles, la valorisation de ces métiers, ça c'est vraiment important auprès des élèves et des jeunes, avec l'aide des professionnels, on va inciter à davantage se rendre dans les lycées, dans les collèges, pour parler de la richesse de ce métier.
Aussi faciliter la reconversion professionnelle vers les métiers du secteur école, parce qu'on voit de plus en plus des personnes à un âge plus avancé qui veulent se reconvertir dans ces métiers-là, donc il faut qu'on les accompagne. Et puis on va poursuivre, même si là on n'a plus cette compétence d'apprentissage, l'investissement dans les CFA agricoles par exemple. Et enfin, aider les jeunes agriculteurs à s'installer. Donc ça, voilà, c'est le système de portage foncier dont je parlais, mais il y a aussi d'autres mesures là, qui vont être renforcées, du conseil. En fait, on va accompagner dans les premières années de l'installation également, et ça c'est assez nouveau. Conseil, on finance les stages de parrainage dans les exploitations agricoles. Comme type d'action de promotion aussi, par exemple, on a financé un site internet devenir agriculteur Île-de-France.fr, IDF.fr, pour justement parler de ces métiers-là. Et aussi, ce que disait la présidente sur la communication, pour expliquer le quotidien des agriculteurs, leur passion, mais aussi la réalité de leurs contraintes. Je ne vais pas revenir sur l'agriculture biologique, tout a été dit, effectivement les résultats ils sont là. Et alors qu'on était dernier de la classe, 2% des surfaces agricoles cultivées en bio. Donc là, pour la deuxième année consécutive, on est la première région au niveau national en termes de conversion. Donc c'est vraiment qu'on poursuit. Donc effectivement, malheureusement, en devant prendre aussi le relais de l'État, qui se désengage malgré les grands discours sur le bio, il y a un désengagement concret financier de l'État. Donc là, nous, on prend le relais. Voilà. On a décidé à la région de prendre le relais, donc sur l'aide au maintien notamment, et les assises mai en juin. Et voilà, maintenant je vais laisser la parole à mes collègues, puisqu'il y a un axe extrêmement important dont ils vont parler, c'est comment on rapproche les agriculteurs des consommateurs et on favorise le manger francilien. Donc on veut vraiment reconnecter l'assiette des franciliens avec la production locale. Il y a deux moyens principaux. Comment on soutient la structuration des filières, donc Gérard Weber en parlera, et aussi comment on favorise les produits locaux et bio dans les lycées franciliens. Et donc je passe la parole à Marianne Duranton. Merci, bonjour à tous. Donc en mars 2017, la région s'est fixée comme objectif de pouvoir servir aux lycéens franciliens 50% de bio dans les assiettes en restauration scolaire et de permettre l'accès de 100% des lycées, tous les lycées franciliens, aux produits locaux, aux circuits courts et produits locaux. C'est un objectif ambitieux qu'il est compliqué de mettre en œuvre et la présidente et Alexandra ont bien expliqué la nécessité de structurer, d'être aux côtés des agriculteurs pour pouvoir passer à l'étape supérieure. Et donc maintenant, on est en train de passer à l'étape supérieure et de pouvoir concrétiser cette ambition. Alors pour pouvoir le réaliser, il a fallu tout d'abord faire une enquête auprès des lycées, puisque nous avons 463 lycées en Île-de-France qui sont gérés quasiment en autonomie sur la restauration scolaire, c'est-à-dire que la région n'avait pas d'impulsion réelle sur ce qui était consommé dans les assiettes. Donc il y a eu d'abord une expérimentation qui a été faite pour demander au lycée, proposer au lycée de pouvoir s'intégrer dans une démarche de bio, d'introduction du bio dans les repas. Et donc là, nous avons une centaine de lycées qui ont participé à cette expérimentation, ce qui eux leur a permis de voir les difficultés et les avantages justement de la consommation bio, et qui nous a permis justement de pouvoir réagir, voir le surcoût que ça représentait ou pas, etc. etc. Donc, dans la phase de généralisation dans laquelle on rentre maintenant, on a décidé de faire une enquête auprès des gestionnaires des 463 lycées et des chefs de cuisine. Et on a eu un très bon taux de réponse, ça a été en mai-juin l'année dernière, puisque nous avons eu 55% de réponse des gestionnaires et des chefs de cuisine, ce qui nous a permis là vraiment d'affiner sur la réalité de ce qui existait dans les assiettes et la réalité de la commande des lycées. Elles ont plutôt des bonnes surprises, d'abord de voir qu'on avait une démarche avant de sensibiliser réellement de plus de 20% de lycées qui étaient dans une démarche, qui avaient intégré une démarche bio, et de bonnes surprises parce que 80% des réponses, c'est-à-dire des 55%, nous ont indiqué qu'ils voulaient participer à la réflexion, à la généralisation, à la mise en place. Donc un personnel de l'État, qui sont les gestionnaires, et de la région, qui sont très volontaires. Donc pour y arriver, une fois qu'on avait fait cette enquête, pour y arriver, il fallait généraliser les résultats qu'on avait reçus, qu'on avait recueillis, et
de façon à pouvoir adapter l'offre, le besoin qui était celui des 27 millions de repas, parce que c'est 27 millions de repas, c'est pas rien, c'est 60 millions d'euros. Les denrées dans les assiettes des enfants, c'est quoi les enfants, les lycéens, pas les enfants, ils vont être vexés, c'est 60 millions d'euros. Donc de voir la périodicité, la territorialité aussi de cette consommation. 27 millions d'euros par an? Non, 27 millions de repas, 60 millions d'euros. 27 millions de repas par quoi? Par 27 jour? millions Par an, d'accord. Par jour, ça fait Oui, c'est ce que je me disais aussi. Non, Donc, ça, par an, par mois, d'accord. 27 millions de repas par an, ce qui représente une consommation de 60 millions d'euros. Donc, sur ces 27 millions, on a fait un travail de sourcing, c'est-à-dire de dire voilà, combien on consomme territoire par territoire, à quelle saisonnalité, puisque par définition, les lycées c'est 130 jours par an, donc c'est pas sur toute l'année. Et donc ensuite, une fois qu'on a défini ce besoin, il a fallu se rapprocher de la chambre d'agriculture et des agriculteurs bio. C'est toute la démarche qu'expliquait Alexandra, pour voir comment on peut travailler ensemble sur une offre qui puisse être une offre essentiellement francilienne, avec naturellement les conversions et le développement qu'on indiquait. Permettre au lycée d'avoir accès au bio et aux produits locaux, c'est aussi et surtout, c'est ce qu'on a constaté dans l'enquête qui a été menée, c'est aussi et surtout leur permettre d'avoir une offre, une référence. Parce qu'aujourd'hui, leur principale difficulté, c'est de savoir où aller chercher. Donc, comme le disait la présidente, quand ils prennent du bio, c'est pas toujours du bio local. Donc, si on veut promouvoir le bio local ou la production locale de maraîchage conventionnel, il faut qu'on puisse le référencer. Et c'est pour ça qu'on a créé une centrale d'achat qui est en train de se monter, qui est en train de se constituer et qui est en train de travailler, pour laquelle on est en train de travailler pour justement pouvoir avoir ces référencements qui sont très importants. Pour faire cela, naturellement, on ne le fait pas de façon autoritaire et verticale, on le fait de façon en concertant. Et donc, on a lancé 4 groupes de travail. Un groupe de travail donc, depuis le mois de janvier, donc un groupe de travail sur les achats de denrées dont les produits locaux bio et en privilégiant les circuits courts. Donc, c'est un groupe de travail qui est composé de gestionnaires des lycées et de chefs de cuisine, puisque ce sont eux qui sont aux manettes, ce sont eux qui commandent. Un groupe de travail sur le SI, le service informatique de restauration, parce qu'il va falloir commander à la centrale, donc il faut un outil qui soit adapté. Un groupe de travail sur l'accompagnement des agents en charge de la restauration, parce que c'est un accompagnement au changement. Les agents doivent pouvoir cuisiner du frais, donc c'est aussi un changement, et un accompagnement des lycéens. Pour cela, nous avons un calendrier qui est ambitieux. Donc, je vous l'ai dit déjà, le travail de concertation d'ici la fin du premier semestre 2020. Ensuite, dès la rentrée le 6 juin 2020, le 5 juin 2020, nous ferons la première convention d'alimentation dans les restaurations scolaires qui aura lieu à la région pour justement pouvoir montrer ce qu'est le produit local, le bio et comment on peut consommer bien et avoir un exemple en restauration collective. Et à la rentrée 2020, nous avons un objectif qu'a présenté la présidente qui est de pouvoir référencer auprès de tous les lycées, c'est-à-dire que tous les lycées puissent avoir accès à 14 produits qui sont des produits franciliens ou de régions de France proches, puisque nous avons aussi la banane, qui est non pas francilienne, mais qui est, avec laquelle on a une convention avec la région Guadeloupe. Et ensuite, donc, fin 2020-2021, on va pouvoir, donc à la rentrée 2020, c'est important, on considère que les produits des outre-mer français, les produits des outre-mer français sont considérés comme des produits locaux, comme du circuit court, qu'on ne peut pas fournir en plus. Donc, tous les produits qu'on ne peut pas fournir. Voilà, avocat, banane, ananas, voilà. Et ça, vous allez leur demander aussi d'être aussi respectueux de l'environnement. On signe des conventions avec les régions ultramarines ensemble. On va signer aussi avec la Réunion. Donc fin 2020-2021, c'est le premier segment de la centrale d'achat qui permettra justement de lancer le SI restauration scolaire, de façon à ce qu'à la rentrée 2021,
eh bien, on puisse vraiment démarrer la centrale d'achat dans sa forme opérationnelle avec les cahiers des charges qui vont bien. Donc voilà, tout ça se fait naturellement, je l'ai dit, et la présidente et Alexandra Dublanche l'ont répété, l'ont dit aussi, avec un soutien fort des agriculteurs, un soutien fort des territoires et des initiatives, comme par exemple la plateforme de la scène du 77, la plateforme qui est en train de se constituer sur le 77, mais aussi avec une ambition très forte qui est de promouvoir les produits franciliens, et notamment la baguette des franciliens. Et là, je vais laisser la parole à mon ami Gérard Weber, président de Terre de Saveur. Voilà, qui nous mène tous à la baguette, mais d'ores et déjà, je peux vous dire que la baguette des franciliens est consommée dans près de 50% des lycées d'Île-de-France. Voilà, ce qui est déjà un bel apport. Parmi les produits des 14, vous nous citez la banane en plus, mais il y a quoi dans ces produits à peu près? Alors, c'est des lentilles, alors, il y a, je vais vous les œufs, en gros des œufs. Excusez-moi, je l'avais sous les yeux et... D'accord. Voilà. Ah, d'accord. Alors, banane antillaise, la boulangerie, donc il y a le pain des franciliens, les légumes, c'est donc les 6 catégories qui ont été évoquées, donc c'est les légumes, il y a les carottes, les salades, les lentilles, la pomme de terre. Les fruits, c'est la pomme et la poire, et la viande et les œufs, donc c'est viande de volaille, viande de bœuf et œufs en coquille. Le laitage, le brie, le coulommier, le yaourt et les produits exotiques, donc on l'a cité. Voilà, c'est les 14 qu'on est aujourd'hui en capacité de pouvoir fournir, soit de toute façon en local, mais soit en conventionnel, soit en conventionnel. Bien, bonjour à tous. Je vais donc vous faire une présentation rapide du pavillon Île-de-France au Salon de l'Agriculture. Je vous invite dès à présent à vous y rendre dès samedi matin, et ça pour 9 jours. Dans la lignée des éditions précédentes, depuis 2016, le pavillon Île-de-France au Salon de l'Agriculture va continuer de surprendre, d'être inventif, d'être le plus représentatif de la diversité et de la qualité de l'agriculture francilienne. En 2020, le message sera clair. Nous allons porter haut les couleurs et les saveurs d'une région qui est, car beaucoup l'oublient, ou ne le savent pas, une grande terre agricole, céréalière et de gastronomie. Nous allons mettre en avant notre marque de territoire, créée en mai 2018 avec l'adoption du pacte agricole Produit en Île-de-France. Elle compte déjà 1600 produits référencés, près de 400 producteurs. Notre pavillon va battre cette année tous les records de présence de producteurs locaux. Et tous portent cette marque régionale et en sont les ambassadeurs. Ils seront en tout 42 à venir faire la preuve de leur savoir-faire et à faire découvrir leurs spécialités et productions. Le public pourra ainsi se rendre compte de l'incroyable richesse de notre terroir et de belles originalités qui méritent d'être valorisées. Je pense à ces moutardes à la rose, aux pâtes à la menthe, au quinoa, à ces farines de lin, aux de chanvre, ou bien encore au cola de la brasserie du Vexin et à la version bio de la limonaderie de Paris. Au menu également, chaque jour, des professionnels des métiers de bouche donneront aux visiteurs le goût de l'Île-de-France en leur faisant déguster leurs recettes hautes en saveur et en savoir-faire. Des viticulteurs, car vous savez, la qualité du vin francilien a été récemment reconnue par le site IGP, et des maîtres restaurateurs se joindront à l'événement pour dévoiler de délicieuses associations mets vins 100% franciliennes. Les fédérations des bouchers, crémiers, fromagers et boulangers, accompagnés de jeunes apprentis, viendront quant à elles partager les valeurs et la richesse de leur métier. Des éleveurs témoigneront enfin de leur engagement en termes de qualité, de protection des ressources naturelles, de gestion sanitaire, de traçabilité, d'approvisionnement sain et local pour nourrir leurs animaux. Vous voyez, du champ à l'assiette, il n'y a qu'un pas ou qu'une bouchée. Nous voulons que le visiteur découvre le terroir francilien dont nous sommes fiers et rapprocher les franciliens de leurs agriculteurs et de l'agriculture et de ses productions. Cette notion de proximité, de lien, de relation directe sera au cœur du pavillon Île-de-France et de ses 400 mètres carrés. C'est pour cela que nous avons voulu lui donner un aspect convivial, sous la forme d'un grand marché, ouvert à de beaux échanges, de belles découvertes, de liens directs et durables. Les franciliens aiment faire leurs courses sur les marchés, nous allons leur en donner l'occasion. Nous allons être placés à l'entrée du hall 3. Nous voulons que notre région attire, qu'elle soit une belle entrée en matière, d'un hall qui porte le nouveau nom de Produits et saveurs de France. L'Île-de-France est la première région économique de France,
la région la plus visitée. Cela se retrouvera dans notre espace. Mais le pavillon Île-de-France se voudra aussi informatif, participatif. Les jeunes agriculteurs seront là pour susciter les vocations à devenir agriculteurs. C'est un beau métier que nous défendons. C'est aussi une nécessité, car il faut préparer la relève. Comme la présidente le précisait, un agriculteur sur 5 en Île-de-France a plus de 60 ans. Il y aura aussi un espace consacré à la méthanisation. C'est une énergie verte que la région soutient, comme elle soutient le solaire, les filières biosourcées, le bois. Il y aura aussi 5 départements avec nous, l'Essonne, les Yvelines, Hauts-de-Seine, la Seine-et-Marne et le Val-d'Oise. Il y aura un espace d'information qui, de manière ludique, donnera des indicateurs sur l'agriculture régionale, mais aussi des chiffres clés en matière de biodiversité, de protection de cadre de vie, de la faune et de la flore. Car une action d'ampleur est actuellement en cours, sous l'impulsion de la région et de sa présidente. Le pavillon Île-de-France affichera d'ailleurs la couleur. Elle n'est pas une région composée aux 3/4 d'espaces agricoles, nature et forestiers pour rien. Cela se verra concrètement, avec une présence massive de végétaux naturels issus de l'Île-de-France, comme le blé, l'orge, le bois, la paille. Ce ne sera pas seulement l'agriculture qui va tendre les bras sur le pavillon, mais toute la nature francilienne qui sera au rendez-vous, et toutes les actions mises en œuvre pour la protéger, la préserver et la mettre en avant. Enfin, si la marque Produit en Île-de-France tiendra le devant de la scène, plusieurs filières, agricoles et même horticoles, seront à l'honneur. Nous les avons accompagnées dans leur création. Nous les accompagnons aujourd'hui dans leur développement et reconnaissance. C'est une suite logique. Il y aura donc bien entendu la marque d'agneau des bergers d'Île-de-France que nous avions lancée en 2018 et qui regroupe une vingtaine d'éleveurs. Il y aura nos bovins d'Île-de-France, lancés en 2018 et qui fédèrent une trentaine d'éleveurs au sein d'une filière francilienne 100% locale et exigeante. Il y aura nos volailles d'Île-de-France, de l'Association des agriculteurs d'Île-de-France, lancée il y a un an, en 2019. Cette démarche implique l'ensemble des éleveurs, avicoles, volailles de chair, volailles festives, panipèdes, volailles de pont, du territoire francilien. Elle a pour objectif de mettre en avant la grande qualité et variété d'espaces présents sur les exploitations, poulets, dindes, canards, pintades, poules, chapons, œufs, etc., et même autruches. De garantir l'origine 100% ferme d'Île-de-France auprès des consommateurs ainsi que des fortes caractéristiques de cette filière au mode d'élevage raisonné. À l'heure d'une demande forte de traçabilité et de production locale, ces filières d'élevage franciliennes vont montrer tout leur engagement à produire local, mais aussi à produire selon des cahiers des charges exigeants, rigoureux et transparents. Il y aura avec les boulangers du Grand Paris la baguette des franciliens que nous avons lancée il y a un an ici même et issue d'une filière engagée 100% locale qui rassemble agriculteurs, céréaliers, coopératives, meuniers et boulangers. Enfin, le public pourra apprécier une autre filière produite en Île-de-France, celle qui concerne nos pépiniéristes et horticulteurs. Car là encore, et beaucoup ne le savent pas, nous sommes une terre historique de belles productions et de savoir-faire en matière de culture. À titre d'exemple, le buis, les rosiers. Les jardiniers d'Île-de-France sont même les inventeurs sous Louis XV de la culture sous cloche et des serres amovibles. Oui, en Île-de-France, on peut être fier de nos productions agricoles, de nos pratiques chaque jour plus responsables, de nos savoir-faire, de nos produits, et on va le démontrer. Merci. Bravo. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Vous a enseigné avec beaucoup de chiffres. Oui. Bonjour, peut-être en matière de formation, vous parlez du plan régional d'investissement dans les compétences. Est-ce qu'il y a déjà un montant qui a été défini? Alors le montant global du prix, c'est 250 millions d'euros de formation à dépenser par an. Et notre objectif, alors on y travaille là, en ce moment avec les ministères concernés, c'est d'essayer de permettre la reconversion d'un certain nombre de salariés qui se découvriraient une vocation, une envie d'agriculture tout au long de la vie. Et ça, c'est le plus difficile parce que vous savez qu'on a autant en formation initiale, on a des lycées agricoles, on a des CFA, mais quand on veut changer de vie et devenir agriculteur, c'est beaucoup plus complexe. Donc on essaye de faire sauter toutes ces barrières administratives grâce au prix, de faire sauter ces barrières administratives pour essayer de former tout au long de la vie des personnes qui sont peut-être des employés, qui sont peut-être des ouvriers, qui sont peut-être même des cadres, et qui finalement ont envie d'un retour à la terre et qui ont envie d'être formés à l'agriculture. Donc on est en train de travailler là-dessus, c'est compliqué parce qu'on se heurte à plein de barrières administratives
y compris le fait qu'on ne peut pas aller dans un CFP, par exemple, après 25 ans, on essaye de travailler sur toutes ces barrières, les lever, et on utilise le prix pour pouvoir faire justement des formations à tous les âges de la vie. Parce qu'on peut vraiment faire de l'agriculture en deuxième carrière. Et il y a une vraie tension, surtout sur les filières maraîchères. C'est-à-dire, si on veut, ou les filières de transformation, si on veut aller Plus loin que simplement produire des céréales ou des très grandes cultures, il faut qu'on ait de la main-d'œuvre, il faut qu'on ait de la main-d'œuvre formée, et tout ça nécessite effectivement un plan de formation. Vous parlez d'un campus agricole agroalimentaire, c'est ça, c'est-à-dire que l'objectif c'est de pouvoir justement accueillir des adultes et des gens qui sont sortis des Absolument. Le principe du campus des métiers, c'est de pouvoir faire du CAP à Bac plus 3, voire même Bac plus 5, des formations dans une thématique métier. Et de pouvoir revenir tout au long de la vie en formation. Donc c'est de mettre à la fois de la formation initiale qui se fait à l'école, BTS à l'école, mais de pouvoir mettre aussi de l'apprentissage, de la formation tout au long de la vie, des contrats de conversion, des contrats de qualification, etc. Et là, il en est où ce campus agricole? Vous travaillez à la création, c'est-à-dire qu'il en est où il arrive, il va boucher assez vite, vous avez des accords, vous avez... Il y a des études de faisabilité. D'accord, qui sont souvent, ok. Mais on a l'accord des maires de Coulommiers. D'accord. L'ancien maire et de son protecteur, je ne sais pas si il est, comment on peut l'appeler, Franck Ministère. Oui, d'accord, tout à fait. Je sais même, je sais pas. Oui, mais vous avez aussi l'accord. Et de Jean-Michel Blanquer. Voilà, d'accord. On est vraiment dans un processus. L'objectif c'est d'ouvrir quand? Parce que c'est là où vous allez pouvoir former des adultes. En gros, c'est ça. Absolument, le plus tôt possible. Là, les études sont en cours. L'objectif, c'est de voir toutes les formations qu'on y met. D'accord. Et en gros, 1 an, 2 ans? Idéalement, mais je ne peux pas le promettre, parce qu'on n'y est pas encore, mais idéalement, ce serait de commencer à ouvrir à la rentrée prochaine. Ah, Ah d'accord. bah oui, on peut. Ah bah oui. On peut commencer déjà à y mettre un certain nombre de choses. Après, le problème, c'est la gouvernance de ce qui c'est réussir à y mettre des choses. Et soit la rentrée prochaine, soit la rentrée d'après. Enfin, D'accord. en fait, on est dans les sorties nouvelles. Sur le campus, vous est programmé dans une opération de rénovation globale, donc peut-être pas tout de suite. Il y aura au courant du calendrier. Mais... Oui, alors c'est vrai qu'il y a en plus, pareil, filière que vous me rappelez, il y a la rénovation du lycée. D'accord. Tout en cours. Oui, d'accord. Donc, 80 millions d'euros. D'accord. Mais en fait, tout ça, on est vraiment dans la conception du projet. Bien. Et ben, il est bien. Et encore 1000 excuses pour mon retard. Hein. Vraiment, c'est